Alors, voici la solution à l'exercice 56 du chapitre 11 à la page 357 où on nous dit qu'on a un disque, un cylindre, dans le fond, c'est une bobine enroulée sur une corde qui déroule. Okay? Puis on nous dit en premier d'utiliser la conservation d'énergie pour trouver le lien entre trouver la vitesse de la bobine quand elle tombe d'une hauteur h. Okay? Donc, si on y pense un petit peu, qu'est-ce qu'elle contient comme énergie au début? Bien, la bobine, elle contient, au début, elle est à son point le plus haut, à la fin, elle est à son point le plus bas. Donc, initialement, elle contient beaucoup d'énergie potentielle gravitationnelle. À la fin, elle contient non seulement d'énergie cinétique de translation, donc le centre de la bobine se déplace à la vitesse v, okay? Mais elle contient aussi une certaine énergie cinétique de rotation parce que la bobine tourne sur elle-même avec une vitesse angulaire oméga. Okay? Donc, il ne faut pas oublier d'utiliser la quantité d'énergie cinétique en rotation. Donc, initialement, notre bobine est à une hauteur h. Okay? À la fin, elle a une vitesse v. Okay? Puis, elle a une vitesse de rotation oméga. Okay? C'est quoi le lien entre la vitesse v et la vitesse oméga? Ben, on sait que v est égal à oméga fois r de façon générale, où r est le rayon de la bobine. Okay? Donc, on peut utiliser oméga est égal à v divisé par r ici. Puis, le moment d'inertie d'une bobine comme ça, c'est 1/2 fois la masse fois le rayon de la bobine au carré. Donc, on va utiliser ces deux résultats-là qu'on va venir remplacer dans l'énergie cinétique de rotation. Okay. Donc, on va avoir mgh, qui est l'énergie potentielle initiale, 1/2 mv carré. 1/2, le moment d'inertie, on a dit c'est 1/2 mr carré. La vitesse angulaire oméga, on a dit que c'était v divisé par r au carré. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le terme en r carré disparaît, puis le terme en m disparaît. Donc, il nous reste g fois h est égal à v carré sur 2 plus v carré sur 4. Donc, v carré est égal à 4gh divisé par 3. Ou encore, v est égal à racine de 4gh divisé par 3. Donc, si ma bobine tombe d'une hauteur h, elle va atteindre une vitesse égale à 4gh sur 3 après avoir tombé d'une hauteur h. Okay. Donc, ça, c'était la première partie du calcul. On nous demande ensuite d'utiliser ce résultat-là pour déduire l'accélération linéaire du centre de la bobine. Okay. Ben, nous, ce qu'on va utiliser à ce moment-là, c'est les équations de la cinématique. Okay. On sait que la vitesse au carré, c'est la vitesse initiale au carré plus 2a fois déplacement. Mais moi, ma vitesse finale, on avait dit, c'était racine de 4gh sur 3. Donc, vitesse au carré, c'est 4gh sur 3. Vitesse initiale, 0. Accélération inconnue, ma bobine est tombée d'une hauteur h. Donc, qu'est-ce que je remarque ici encore une fois, c'est que je peux le diviser par h de part et d'autre. Il va me rester l'accélération qui va être égale à 2g divisé par 3. Okay. Donc, ça, c'est la grandeur de l'accélération du centre de ma bobine. Donc, si ma bobine est en chute libre, son accélération serait égale à g. Puisqu'on la force à tourner sur elle-même parce qu'il y a un fil d'enroulé sur elle, son accélération va être plus petite que g. Okay? Ce qui est assez évident, elle ne pourrait pas être plus grande que g. On s'entend là-dessus, elle ne peut pas tomber plus vite qu'en chute libre. Okay? On nous demande ensuite de trouver ce même résultat-là, mais en utilisant la somme des moments de force, puis en fait la dynamique. Okay? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder maintenant, au lieu de parler en termes d'énergie, okay, on va regarder c'est quoi les forces qui agissent sur la poulie qui est ici. Okay? Donc, sur la poulie qui est ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques forces qui agissent sur cette poulie-là. On a donc, on en a deux en fait. Okay? On a le poids qui agit exactement au centre de rotation de la poulie. Puis on a la tension qui tire sur le bord de la poulie. Okay? Ici, il va apparaître un bras de levier par contre, okay? Parce que la tension n'est pas appliquée directement sur le centre de masse, mais est appliquée à une distance r. Okay? Donc, on va pouvoir regarder c'est quoi la somme des moments de force qui agissent sur la poulie. Puis, on va pouvoir regarder c'est quoi la somme des forces
qui agissent sur la poulie également. Okay. Donc, si je regarde, quelle est la seule force qui exerce un moment de force non nul? C'est la tension. Okay. C'est quoi la grandeur du moment de force dû à la tension? Ben, c'est T fois le rayon de ma poulie, tout simplement. Okay. Parce que l'angle ici est de 90 degrés, donc ça fait sin de 90 est égal à 1. Quel est le moment d'inertie de ma poulie? 1/2 fois m fois r au carré. Quel est le lien entre alpha et l'accélération linéaire? On sait que l'accélération, c'est alpha fois r, donc alpha est égal à a divisé par r, ici. Pardon, ici c'est a divisé par r. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un r qui s'annule là puis là, un r qui s'annule là puis là, donc ça nous permet d'écrire la tension égale à 1/2 fois m, c'est pas très fixe, fois A. Et on ne connaît pas A, mais on va regarder c'est quoi la somme des forces qui agissent sur notre objet. Donc, la somme des forces, j'ai deux forces qui agissent en translation. Oh, excusez, j'ai oublié de me définir un sens positif pour mes moments de force, puis un axe positif pour mon somme des forces est égale à MA. Donc, ici, c'est quoi les deux forces qui agissent? J'ai le poids qui agit dans la direction positive, la tension qui agit dans la direction négative. Puis, je viens de trouver la valeur de T qui est égale à 1/2 MA. Donc, je peux écrire que T moins 1/2 MA est égal à MA. MG est donc égal à 3/2 de MA. Je peux diviser par A de chaque côté, puis isoler A qui va être égal à 2G divisé par 3. Donc, on vient de trouver la même accélération qu'on avait trouvée en B pour notre poulie, sauf qu'ici, on a passé par la dynamique au lieu d'utiliser l'énergie. Okay. Donc ça, c'est la solution pour le numéro C. On remarque qu'on a fait deux choses. On a appliqué la somme des moments de force est égale à I alpha, donc la deuxième loi de Newton en translation, puis la deuxième loi de Newton en rotation. Okay. Donc on a appliqué les deux pour trouver la solution. En D, on nous demande c'est quoi la grandeur de la tension que ça nous prend. Ben, c'est pas très compliqué. On a ici le lien entre la tension et l'accélération qu'on avait déjà utilisé. Okay? Donc on va juste remplacer là-dedans pour isoler T. Donc T va être égal à 1/2 fois m fois l'accélération qui est 2G sur 3. Donc les deux disparaissent. Puis je peux trouver ainsi la grandeur de la tension requise qui va être mg divisé par 3, donc le tiers du poids. Okay. Puis ensuite, on nous demande de... On nous dit maintenant si on veut garder la bobine immobile, okay? Donc on veut juste la faire tourner sur elle-même. À quelle grandeur de la tension doit-on exercer sur la corde pour maintenir le centre en équilibre? Mais ici, déjà en partant, on le voit. Okay? Pourquoi on le voit? C'est parce que si je veux que ma bobine reste immobile, il faut que la tension, il faut que le poids qui tire vers le bas et la tension qui tire vers le haut soit égale en grandeur. Okay? Donc, il faut ici nécessairement okay, que la tension soit égale au poids de l'objet. Okay? Donc, ici, si je veux imposer l'équilibre, donc genre, somme des forces est égal à 0 sur mon objet, okay? Parce que je veux que l'accélération soit égale à 0. Okay? C'est ça qu'on donne dans le problème. Ben, comme j'ai deux forces, j'ai plus P moins T égale 0, donc je dois avoir une tension égale au poids de l'objet si je veux garder ma bobine immobile. Okay? Puis on nous dit, pour terminer, à ce moment-là, quelle est l'accélération angulaire de la poulie? Ben, je peux appliquer la somme des moments de force est égale à I fois alpha. Okay? Donc là, ici, ce qu'on remarque, c'est que l'accélération angulaire ne sera pas égale à 0 ici. Nous, on veut que la poulie reste immobile, mais ça ne veut pas dire que l'accélération va être égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une force qui exerce un moment de force différent de 0, c'est la grandeur de la tension. Donc, si je vais avoir un moment de force appliqué par la tension, qui va être égal à moment d'inertie fois alpha. C'est quoi la grandeur du moment de force exercé par la tension? C'est T fois R est égal à 1/2 mr carré fois alpha. On sait que T est égal à mg, donc ça me permet d'écrire mgr
est égal à 1 demi mr carré fois alpha, divisé par m divisé par r, donc il me reste 2g divisé par r est égal à alpha, qui est la grandeur de l'accélération angulaire. Pourquoi on nous demande ça ici? C'est parce qu'il faut remarquer que si on veut que la poulie reste immobile, il faut quand même exercer une tension vers le haut. Ça va créer un moment de force, donc je vais avoir une accélération angulaire qui va être différente de 0. Donc même si le centre de ma poulie est immobile ici, ben, ma poulie va avoir une certaine accélération angulaire différente de 0, même si l'accélération du centre de la poulie, lui, est égale à 0. Donc c'était la solution à l'exercice 56 de la page 357 du chapitre 10 du 25.